Bonjour, bienvenue dans la série sur le spin. Donc nous avons vu que une particule de spin à demi comme l'électron, lorsqu'on fait une rotation de 360 degrés, on a un changement de signe de la fonction d'onde. Avec plusieurs particules, un changement de signe peut jouer des tours. Rappelons que les particules sont en réalité des ondes non classiques et des interférences peuvent se produire selon la phase des ondes. Nous avions vu ça avec l'expérience de Young. Or, un changement de signe est en fait équivalent à un décalage de phase ou déphasage de 180 degrés. Donc voyons ça. Donc si on a deux particules, deux ondes, qui ont la même phase, leur somme donne une interférence constructive avec une onde deux fois plus forte. Les franges claires dans l'expérience de Young. Et une rotation de 180 degrés d'une des deux particules va donner un décalage de -1. Et on va donc avoir un décalage de phase de 180 degrés et l'interférence devient destructrice. Évidemment, si on fait tourner tout l'ensemble, c'est les deux particules qui vont changer de signe et on aura toujours une interférence constructive. Il faut donc se tourner vers des systèmes à deux particules pour voir les effets du signe. Mais avant de nous concentrer sur les systèmes multiparticules, tournons-nous vers la théorie de la mécanique quantique. On va donner quelques mots sur la manière dont le spin est introduit dans la théorie. Alors, comment est-ce qu'on prend en compte le spin dans la théorie de la mécanique quantique? Alors, vous avez peut-être déjà entendu parler de la théorie de Schrödinger. Elle donne une équation qui permet de décrire l'évolution dans le temps d'un système quantique. Elle prend cette forme-là, variation donc dans le temps de psi est égal à h fois psi, où h est un opérateur appelé opérateur hamiltonien qui correspond à l'énergie. Il est donc composé d'un terme d'énergie cinétique qui correspond au mouvement et d'un terme d'énergie potentielle, par exemple un électron qui est chargé électriquement dans le champ électrique d'un noyau d'atomes. On peut appliquer ça par exemple à l'hydrogène, qui est composé d'un proton avec un électron qui tourne autour, et on peut alors donner toutes les propriétés de l'atome d'hydrogène en résolvant l'équation. Mais dans cette équation, le spin n'apparaît pas. Si on veut tenir compte du spin, on peut l'introduire à la main. Cela se traduit dans l'hamiltonien par un terme supplémentaire qui va prendre une forme appropriée pour décrire le spin. Mais ça, c'est pas entièrement satisfaisant parce qu'on aimerait bien que le spin vienne naturellement dans la théorie sans devoir bricoler les équations. Cette équation de Schrödinger est non relativiste. Donc elle n'est pas compatible avec la théorie de la relativité. Et Dirac, à l'époque, a très rapidement recherché une forme relativiste de cette équation. Après quelques tâtonnements, il y a eu ce qu'on appelle l'équation de Klein-Gordon. Dirac a obtenu une équation qui ressemble à ceci. Variation de psi est égale à alpha nabla plus bêta m psi. C'est équivalent à h psi. Le terme d'énergie potentielle n'est pas donné. Le m, c'est la masse de la particule, la masse de l'électron. Il recherchait une théorie pour l'électron. Et nabla, ça décrit, c'est un opérateur qui permet de décrire la variation dans l'espace, et on montre en fait que c'est équivalent au terme d'énergie cinétique. Et alpha et bêta sont des matrices 4 x 4, ce qui implique que psi est une grandeur à
4 composantes. On peut la remanier pour la mettre sous une forme plus relativiste avec des quadrivecteurs de l'espace-temps. Les matrices alpha et bêta ne sont pas choisies au hasard. Elles sont choisies de façon à ce que cette équation vérifie la relation de la relativité sur l'énergie, qui dit que l'énergie au carré, c'est la masse au carré fois c exposant 4, plus p carré, c carré. Alors m, toujours la masse de la particule, c, c'est la vitesse de la lumière, et p, c'est l'impulsion de la particule. À très faible vitesse, non relativiste, l'impulsion, c'est la masse fois la vitesse. Et au repos, quand il n'y a pas d'impulsion, c'est simplement la fameuse relation E égale mc carré. En imposant ça, on ne peut pas choisir alpha et bêta n'importe comment, et on obtient ces matrices 4x4. Après une série de développements et études des propriétés de cette équation, on peut alors vérifier que les 4 composantes de psi sont une composante qui décrit l'électron spin O, une composante qui décrit l'électron spin bas, c'est donc un spinner, une composante E+, je vais en reparler, bas, et E+, haut. Du fait d'avoir 2 spinners, on parle d'un bispinner. Alors qu'est-ce que c'est que le E+? Mais c'est simplement un électron de charge électrique positive. On l'appelle aussi positron ou anti-électron. En fait, c'est de l'antimatière. Celle-ci apparaît naturellement et c'est simplement dû au fait qu'on a un E au carré ici. À nouveau, hein, rappelez-vous, le signe au carré disparaît et on peut donc avoir une énergie négative qui conduit à l'antimatière. On ne va pas prolonger plus ici le concept d'antimatière. Alors l'antimatière et le spin apparaissent donc naturellement et automatiquement dans la théorie dès qu'on décrit une mécanique quantique relativiste et sans devoir les introduire à la main, ce qui est plutôt élégant. Voilà, assez pour le spin 1,5, au moins pour le moment. Nous reviendrons certaines de ses particularités. Nous allons, à la prochaine vidéo, donc aborder l'aspect multiparticule d'un point de vue plus général. Nous parlerons d'abord des particules identiques et ce qu'on appelle des particules indiscernables. Je vous remercie.